Nous passons à l'entretien de cette édition et je reçois à présent Mourad Dali, le président de l'association Alif, membre du collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moustapha Lazouni, président de l'association des musulmans de Morpa. Bonsoir et bienvenue également. Et puis Mourad Barboucha, président de l'association socioculturelle des musulmans de Saint-Cyr-l'École Fontenay-le Fleury. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous allons revenir sur le dîner annuel du CAM 78 qui vient de se tenir. Le CAM pour collectif des associations musulmanes qui se réunit chaque année avec ses différents partenaires, dont les élus. On va d'ailleurs en voir rapidement les images de ce dîner qui se tenait ce week-end du côté d'Elancourt. Tout d'abord, à quoi sert ce rendez-vous? C'est un moment d'échange aussi avec vos différents partenaires? Oui, c'est surtout un moment d'échange avec les différents partenaires que l'on a, les élus locaux, aussi les acteurs socio-économiques du département. Et puis aussi, dans ce moment-là, on essaye de joindre l'utile à l'agréable. On se retrouve donc autour d'un dîner, mais aussi on traite de questions beaucoup plus sérieuses que l'on n'a pas nécessairement le temps de traiter au cours de l'année avec les agendas respectifs qui sont très chargés. On va représenter peut-être le CAM 78, le CAM qui existe depuis 2007, avec 13 associations qui le composent. À quoi sert la structure? Alors, la structure, en fait, le CAM est une association de fait, donc il n'y a toujours pas de statut déposé en tant que tel, mais il y a un fonctionnement très, très élaboré qui perdure depuis une dizaine d'années maintenant. Au départ, il y avait un groupe de 7 associations qui se sont réunies sur plusieurs questions, mais notamment la question essentielle du sacrifice de l'Aïd al-Adha. Donc il y a eu un gros travail de fait par ses membres fondateurs. C'était pour la mise en place d'un abattoir, mobile, puisqu'il n'y a plus d'abattoir dans le département pour répondre aux exactement, besoins. d'un abattoir mobile qui répond aux conditions de décence et de salubrité nécessaires à ce genre d'opération. Et à ce moment-là, donc, avec au départ une initiative de quelques maires qui ont aidé, notamment le maire d'Elancourt, le maire de Plaisir de l'époque, qui avait aidé à cette mise en place. De ce noyau de cette association, petit à petit, il y a eu un groupe qui s'est constitué, qui s'est agrandi, aujourd'hui de 13 associations sur 12 communes. Et très tôt, on représentait déjà le Grand Saint-Quentin en Yvelines. On a Plaisir, les Clés-sous-Bois, Mort-Repas, également. Voilà, qui était là bien avant janvier 2016. Et donc c'est toutes ces questions-là, donc, et aussi les questions de partage de compétences, d'expériences, qui nous aident à échanger, à mieux structurer donc l'exercice du culte pour les musulmans dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs, parce qu'on a aussi l'association des musulmans de Rambouillet qui est présente. Donc c'est vraiment tout le sud des Yvelines et la partie centrale. On va faire réagir peut-être les deux autres associations qui représentent à la fois Morpa et puis Saint-Cyr-l'École Fontenay-le-Fleury. La création du CAM justement et ce besoin d'échange, vous l'avez ressenti aussi? C'était nécessaire de venir d'échanger autour de vos difficultés, de trouver des solutions communes aussi? Oui, en fait, dès le départ de la création de l'association de Morpa, on a essayé de se rapprocher justement du CAM parce que voilà, quand vous débutez, vous avez besoin de vous appuyer sur l'expérience des autres. Et c'est vrai qu'ils ont été d'un grand conseil pour nous. Ils nous ont surtout incité à travailler dans la transparence, à établir dès le départ une relation de confiance avec nos élus locaux, avec la municipalité. Et depuis, les choses sont en train d'avancer. Quelles sont les difficultés justement que vous pouvez rencontrer au quotidien? C'est justement cette question peut-être de transparence, en tout cas d'échange permanent avec les élus dans un contexte particulier où il faut sans cesse rassurer. Quels sont les différents besoins que vous avez? Oui, il faut effectivement sans cesse rassurer parce que on a affaire à des gens qui, quand ils sont en phase d'actualité un peu anxiogène, ont tendance à regarder autour d'eux avec une certaine inquiétude. Et notre travail comme responsable d'association, c'est déjà dès le départ d'aller vers ces gens-là pour essayer de s'ouvrir à eux parce que finalement le travail d'une association, c'est d'abord et avant tout ça, de créer du lien, aussi bien au sein d'une communauté que avec les autres communautés. Même constat, j'imagine, peut-être il y a quelques spécificités, difficultés que vous avez pu rencontrer à la mise en place de l'association sur Saint-Cyr-Fontenay? Oui, au tout départ, bien sûr, toute association nouvelle, on va dire, rencontre forcément des difficultés. Et il faut un certain temps pour établir, on va dire, de la confiance, ne serait-ce qu'avec les élus, avec les citoyens aussi de la ville, parce que c'est un phénomène nouveau pour eux d'avoir une structure, on va dire,
musulmane, ils n'ont pas encore l'habitude. Donc oui, il faut un certain temps, il faut aussi montrer, on va dire, il faut par des actions aussi valoriser l'association, qui est important. Donc toutes ces choses-là sont très importantes pour la confiance. Oui. Vous parliez des différents échanges avec les élus qui étaient présents lors du dîner de ce week-end, notamment Benoît Hamon, député socialiste de la 11e circonscription des Yvelines. Je vous propose de l'écouter. Il évoque justement ce besoin d'échange et ce besoin d'échange mature, adulte. Écoutez. Je trouve que des fois il y a une relation un peu paternaliste des politiques vis-à-vis du monde musulman, et je pense qu'il faut qu'on en sorte de cette relation paternaliste, parce qu'elle n'est pas saine, et cette initiative-là est une bonne initiative pour justement avoir un échange dans une période compliquée. Des échanges qui soient différents des échanges paternalistes, peut-être quelquefois avec les politiques. Vous l'avez ressenti des fois, comme ça, un petit peu, sur le terrain ? Disons que malheureusement, en fait, il y a quand même des habitudes qui perdurent, qui tendent à disparaître chez certains politiques. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Pourtant, le rapport entre l'islam et la France est plus que séculaire, mais il y a toujours cette méfiance. Donc, cette attitude-là, on la voit dans, par exemple, la confiance que peuvent avoir les politiques à ce que les musulmans puissent s'organiser d'eux-mêmes. Donc il y a encore du travail à faire dans ce sens-là. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un travail d'accompagnement, d'aide, de partage de points de vue, plus que d'orientation donnée. Il y a une pluralité de l'islam en France. Hein. C'est pour ça qu'aussi il y a débat entre la question de l'islam de France et de l'islam en France. Et ces questions de représentativité ne peuvent se faire qu'avec le travail de tous. Et il y a une volonté d'évolution aussi au sein du CAM, au sein de votre structure commune qui vous réunit. C'est vous-même qui le dites, hein, il faut aussi évoluer parce qu'il faut lutter contre les amalgames, il faut aussi lutter contre le radicalisme religieux. Comment vous intervenez, comment vous réfléchissez autour de l'évolution de votre structure sur le radicalisme religieux, par exemple? C'est quoi? C'est un meilleur contrôle, par exemple? Parce que vous déplorez aussi le manque de moyens pour encadrer le prêche des imams, par exemple. Alors par rapport au radicalisme religieux, bon, il faut toujours être prudent avec ces termes-là et essayer de toujours les définir en amont. Mais ce que l'on comprend tous par là, c'est un peu ce qui se passe dans l'actualité depuis quelques temps, notamment. Par rapport à cela, ce qu'il faut, c'est essayer d'analyser comment on en arrive à là. Il y avait un imam du collectif, il y a un imam d'une des associations du collectif qui, lors d'une réunion donc avec des personnes d'autres cultes, avait fait cette analyse que j'ai trouvée très profonde, après étude de plusieurs cas et de diagnostics faits par des sociologues. Lui, on était venu à une équation simple. Il considérait que les principaux facteurs de radicalisation résidaient en 3 points. 1, l'ignorance, sous toutes ses formes, aussi l'ignorance des textes religieux. 2, le sentiment de rejet que la personne peut avoir. Et 3, j'ai oublié le 3e point, c'était la mauvaise rencontre. La mauvaise rencontre, merci. La mauvaise rencontre, donc. Et ces mauvaises rencontres, justement, elles se font très, très rarement, voire jamais, dans les mosquées. C'est le paradoxe. C'est souvent dans les réseaux sociaux. Voilà. Et comment vous pouvez intervenir sur ça, justement? Est-ce que vous avez vocation à intervenir? Et en tout cas, si vous le souhaitez, comment vous pouvez intervenir? Mieux encadrer, mieux éduquer, être encore plus présent au quotidien? Dans le cadre, on va dire, de la prévention, je pense que chaque association a un rôle important à jouer, et ce rôle-là doit le mener avec l'État, main dans la main. Maintenant, comme disait M. Dali, il faut déjà qu'on arrive à trouver une définition de qu'est-ce que le radicalisme religieux. Ça peut être interprété de différentes manières suivant les uns et les autres. Est-ce que le radicalisme religieux consiste à avoir une barbe plus grande ou plus petite, à avoir une djellaba ou pas? Voilà, donc on se pose. Ce qui est pointé du doigt, c'est l'appel au djihad, le départ vers des ça, on est tous, comme la Syrie. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. On va dire ça, c'est notre point commun. Mais je veux dire, certains politiques malheureusement divergent dans le mot radicalisme et ça prête à confusion auprès de certains de nos concitoyens. On sort peut-être un peu du cadre, mais on s'achemine vers une année électorale 2017 avec la présidentielle, les législatives. Et vu le contexte actuel, c'est quelque chose qui vous inquiète aussi?
ces amalgames qui peuvent être faits et ces problèmes de définition qui pourraient quelquefois s'immiscer dans les débats et stigmatiser du coup la communauté musulmane. Oui, clairement, parce que vous savez, quand vous êtes en train de travailler à redonner de la confiance à des jeunes qui se sentent complètement délaissés, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail dans lequel vous avez besoin d'être extrêmement crédible. Voilà. Donc vous commencez par expliquer à des jeunes qu'effectivement il y a une situation qui peut leur paraître injuste, mais que rien n'est rédhibitoire, qu'il y a autour d'eux des gens qui sont prêts à les écouter. Donc vous faites ce travail-là et puis vous avez une intervention qui tombe un peu comme un coup près et ça vous explose tout votre travail. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément. Il faut que certains politiques comprennent que le travail qu'on a à faire, c'est un travail en profondeur, c'est un travail qui va demander du temps, c'est un travail qui va demander beaucoup d'efforts. Et ça ne sert vraiment pas à grand-chose de venir à chaque fois tout renverser, casser tout le travail. Parmi le travail qui est mené, il y a eu aussi l'année dernière la mise en place du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines. J'aimerais qu'on écoute le préfet des Yvelines sur cette question et puis je vous ferai réagir juste après pour conclure cet entretien. Il y a eu la constitution en juin 2015 du Conseil des musulmans des Yvelines, le CIMI, qui se réunit fréquemment et je suis évidemment très souvent à ces réunions et dans lesquelles nous évoquons tous les sujets qui concernent la communauté musulmane, le dialogue interreligieux et le dialogue et l'action avec les services de l'État. Très rapidement, un an après la mise en place de ce conseil, de ce CIMI, ça a été utile? C'est utile? C'est encore jeune, hein, c'est encore jeune. Il faut qu'on laisse le temps aux choses de se faire. D'une manière générale, je pense que tout type d'action visant à faciliter le dialogue entre les musulmans et les autorités est une chose positive. Une chose positive qu'il faut qu'on organise, qu'on prenne le temps de faire en concertation collective. Encore une fois, il est important qu'il n'y ait aucun sentiment de rejet et il faut que le maximum de musulmans se sentent représentés et donc ça prend du temps. Ça se fait à un rythme qui est celui qu'il est, mais qui doit se faire vu les enjeux qu'il y a. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que tout le monde est incontestable sur le fait que la question de l'islam et des musulmans va être une question qui va être abordée dans les prochaines élections. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que par certains propos, on ne provoque pas aussi la radicalisation. Mais justement, alors peut-être pour conclure cette question liée à l'actualité, parce qu'en France, il y a une polémique qui enfle ces derniers jours, c'est les grandes enseignes populaires qui commercialisent des vêtements islamiques. Quels sont vos avis sur ça ? Est-ce que vous avez un avis, un regard? Parce que là, on stigmatise le port de ces vêtements et forcément, on se tourne vers la définition de la radicalisation, par exemple. Est-ce que porter tel type de vêtements, ça peut être considéré comme un signe de radicalisation? Moi, c'est... Nous sommes un pays capitaliste, donc c'est le libre-échange et voilà. Il n'y a pas de, le fait que il y a pas de marché polémique interdit autour de ça? Après, c'est une polémique, je laisse la polémique aux polémiqueurs. Très bien. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour évoquer notamment ce dîner annuel du collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin et des alentours, parce que ça va beaucoup plus loin. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Nous poursuivons ce journal.